On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, Et on remercie notre ami Guy qui nous a fait le jingle. Il y en aura un deuxième pour les retours de match qui va arriver, qui est encore un nouveau qui sera celui des BFS. On vous réserve ça pour vendredi, tout simplement. Maintenant, on va accueillir François de Garit de DH Les Sports. Bonsoir François et bienvenue dans l'émission. Comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. François, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et vous présenter aussi votre média au passage ? Eh bien donc moi je suis François Garit, je suis le suiveur de l'Union Saint-Gilloise depuis maintenant 3 saisons pour la dernière heure Les Sports qui est disons le journal principal en ce qui concerne les sports en Belgique. Super, parfait. On va entamer cette petite présentation. C'est le premier match d'Europa League. Je dis nous, on est tous super impatients. Vous êtes déjà un peu plus habitués parce que l'année dernière, vous avez fait quart de finaliste. Si tu m'arrêtes, si je me trompe, l'Union est remontée il y a 2 ans et a joué le titre sur les 2 dernières saisons. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le club de l'Union Saint-Gilloise ? Oui, donc en fait, c'est ça. Il y a 3 ans, l'Union était en D1B, donc la division 2 belge. Ils ont vraiment survolé cette compétition. Et du coup, il y a 2 ans, ils sont montés en division 1A, donc la D1 belge. On partait du principe que l'objectif principal, c'était d'abord le maintien. Et en fait, ils ont fait une première partie de saison totalement incroyable. Ils étaient premiers à la trêve hivernale. Ils ont continué sur leur lancée en deuxième partie de saison. Et ils ont raté le titre pour quelques matchs en toute fin de saison, parce qu'en Belgique il y a les fameux Champions Playoffs, donc c'est des playoffs à 4, maintenant cette saison à 6 pour savoir qui est champion, et donc dans ces playoffs ils n'ont pas réussi à finir premier. On s'est dit que la saison de confirmation allait être très compliquée et que l'Union allait peut-être finir 10e, 12e. Finalement, la saison dernière, ils ont refait le coup et là, la déception était encore plus grande parce que ils n'ont pas raté le titre pour 1 ou 2 matchs, ils l'ont raté pour 1 ou 2 minutes. Donc en gros, la situation au tout dernier match de la saison, à la 88e minute, l'Union était championne de Belgique. Et ensuite, ils ont pris un goal à la 89e minute. Et à cause de ce but-là, ils n'ont pas fini premier. Ils n'ont même pas fini 2e. Ils ont fini 3e de la saison, dépassés par 2 autres équipes. Et donc voilà, c'était vraiment l'énorme déception pour l'équipe qui est vraiment passée tout proche du titre à 2 reprises. C'est un énorme ascenseur émotionnel là pour le coup. Est-ce que dans l'historique du football belge, l'Union Saint-Gilloise est un gros club ou c'est vraiment c'est un comeback ou c'est vraiment une vraie surprise, on va dire? En fait, on peut dire que c'est un comeback parce qu'en fait, l'Union était un des plus grands clubs dans les années 30. Il y a ce qu'on appelle du côté de l'Union 60. Donc en fait, c'est une série de 60 matchs sans défaite que l'Union a réalisé dans les années 30. L'Union a été championne de Belgique à plusieurs reprises avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, l'équipe est descendue en D2, en D3, en D4. Même ici, il y a 10 ans, pour l'anecdote, on a fêté ici il y a 10 ans un match où c'était un match de barrage pour que l'Union ne descende pas en division 4. Et en fait, il y a toujours un peu une folie, quelque chose d'assez spécial autour de ce club. Et à ce match-là, c'est aussi quelque chose de spécial qui s'est passé. C'est que à la 93e, un attaquant de l'Union a égalisé. Ensuite, l'équipe a réussi à aller remporter ce match de barrage au tir au but. Mais sans cette victoire, l'Union était en D4. Donc voilà, clairement, ce match-là a été un élément vraiment ultra important dans l'histoire du club, parce que si il n'y avait pas ce but à la 93e minute, s'il n'y avait pas cette victoire au tir au but pour ne pas descendre en D4, je pense pas qu'on s'appellerait actuellement à 2 jours d'un Union Toulouse en Europa League. Justement, là, j'ai une petite question, transition toute faite, par rapport à cette saison. Voilà, tu parlais d'Europa League. Il y a eu beaucoup de changements, il me semble, dans votre effectif. Il y a eu l'entraîneur qui est parti. On a notamment aussi Teddy Thomas, qu'on va évoluer en Ligue 1 du côté de Reims. Comment tu envisages la saison du côté de l'Union? Est-ce que faire un parcours en Coupe d'Europe, est-ce que c'est un objectif pour vous? Eh bien oui, il y a eu énormément de changements dans le groupe cet été. Le club s'y attendait, la direction s'y attendait, parce que voilà, après deux aussi belles saisons, on savait que les piliers comme Teddy Thomas allaient partir.
Il y a aussi des joueurs comme Victor Boniface qui est parti au Bayer Leverkusen et qui est en train de déjà être un des meilleurs joueurs du début de Bundesliga. Donc voilà, la direction le savait et la direction avait planifié tout ça et donc avait bien anticipé tous ces départs. Et donc en fait maintenant ce qu'on est en train de voir, c'est que ici en ce début de saison, il y a des joueurs qui ne jouaient pas la saison dernière parce que voilà, par exemple un Teddy Thomas était indéboulonnable, il sortait jamais de l'équipe. Mais ces joueurs-là maintenant prennent vraiment deviennent les leaders de cette nouvelle union. Et finalement, on peut même se poser la question, est-ce que l'union actuelle n'est pas meilleure qu'il y a un an? Moi, je pense que la réponse est non, mais en tout cas, l'union actuelle n'est pas beaucoup plus faible qu'il y a un an. Donc voilà, les leaders qui sont partis ont été bien remplacés. Et ici, clairement, en Europa League, l'objectif de la direction, c'est de passer l'hiver. Troisième, mais je pense que dans leur tête, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette deuxième place. Et en championnat, c'est pareil, c'est essayer de se qualifier pour les fameux play-offs. Ici, cette saison, c'est les 6 premières équipes qui vont se bagarrer pour le titre. L'Union a pour objectif, elle va jamais le dire, mais a pour objectif d'être dans les 6 premières places pour ensuite, qui sait, encore faire un top 3 comme les deux saisons dernières. Donc je ne sais pas si l'Union peut aller faire un quart de finale comme la saison dernière, mais finalement en fait c'est toujours la même chose avec l'Union. On se dit ok, cette fois-ci ça va pas le faire, cette fois-ci en Europe ils vont pas passer l'hiver, cette fois-ci ils vont pas aller si loin en championnat, et puis on se retrouve en fin de saison et se dit ils l'ont encore fait. Donc voilà, rien n'est impossible vraiment avec l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise qui a un peu aussi le système data, un peu comme le TEF. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous avez le même propriétaire que Brighton aussi, c'est ça? C'est ça, oui. Donc le propriétaire de Brighton est le même que celui de l'Union Saint-Gilloise. Et donc c'est Tony Bloom qui possède Brighton et qui a une société de data sur le côté. Et donc ici, en fait, le président, donc pas l'actionnaire majoritaire, mais oui, si, parce qu'il est devenu actionnaire majoritaire entre-temps, mais donc le président est Alex Muzio, un Anglais, qui travaille pour la société de Tony Bloom, qui s'occupe essentiellement de Brighton. Tony Bloom n'est quasiment jamais là à l'Union. Et en fait, on est vraiment, un peu comme avec Toulouse, avec une cellule de recrutement qui est vraiment basée sur les data. Il y a une recherche qui est faite, mais vraiment de manière très approfondie. Ils ont une base de données qui est énorme de joueurs. Ensuite, ils essayent d'affiner le plus possible. Une fois qu'ils ont affiné vraiment le plus possible, ils arrivent avec une liste de joueurs réduite. Et à ce moment-là, ils essayent de tout connaître sur la personnalité du joueur. C'est à tel point que, en fait, c'est toujours la même chose quand on interviewe un nouveau joueur qui signe à l'Union. À chaque fois, on lui demande pourquoi est-ce que vous avez été séduit par le projet. À chaque fois, la réponse est la même. Le joueur dit toujours, en fait, c'est très bizarre. La direction, le directeur sportif, quand je lui ai parlé, en fait, il savait plus de choses sur moi que ma famille. Donc ça veut dire que le directeur sportif va tellement dans les détails que parfois, pendant des calls avec des joueurs, il va dire à ce joueur, et alors comment se passe le travail de ta sœur, je sais qu'elle a démissionné, etc., etc. Enfin, ça va vraiment loin, quoi. Ils connaissent vraiment, mais tout dans les détails des joueurs. Et voilà, ça plaît aux joueurs parce qu'ils se sentent vraiment concernés par le projet directement. Ils se sentent voulus par l'Union Saint-Gilloise. Et voilà, on peut faire une comparaison avec Toulouse. D'ailleurs, j'ai interviewé le directeur sportif de l'Union la semaine dernière, et il m'a dit que à un des derniers mercatos, il y avait un joueur que Toulouse voulait absolument. Castro Montes. Il pensait avoir convaincu ce joueur. Oui. Il pensait que tout était fait, que le joueur allait signer. Et finalement, ce joueur a signé à l'Union Saint-Gilloise. Ils ne nous ont pas donné le nom. Castro Montes. C'est un joueur qui est actuellement dans l'équipe de l'Union Saint-Gilloise. Le nom te le donne, c'est Castro Montes. Voilà, c'est sûr. Vraiment. C'est Castro Montes parce que c'était en fonction du départ de notre latéral droit Michael Dessler il devait signer, mais comme Michael n'est pas parti, il a signé chez vous à l'Union Saint-Gilloise. D'ailleurs, c'était une de mes questions. Oui. Ça c'est un autre dossier. Donc il y en a un autre en plus. Le joueur proche de Toulouse dont le directeur sportif nous a parlé, mais Castro Montes, il était en effet proche de Toulouse aussi. Et puis il y a eu pas mal d'histoires d'agents, des agents influents. Moji Bayat, je pense que c'est un nom qui est assez connu aussi en France, qui est rentré dans le dossier. Et voilà,
tout a fini par parce que Castro Montes voulait vraiment jouer à l'étranger. Il avait quitté son agent pour aller vers un agent qui était plus proche des championnats étrangers pour justement faire le grand saut vers l'étranger. Finalement, ça s'est pas fait et tout. Enfin voilà, c'était une très bonne nouvelle pour l'Union parce qu'il a été titulaire pour la première fois samedi ici avec l'Union. Et clairement, on voit que c'est un joueur qui est vraiment très très fort, qui n'aurait clairement pas fait tâche, je pense, en Ligue 1. Donc encore une fois, c'est une très très bonne recrue pour l'Union Saint-Gilloise. Bonsoir François. Comment est perçu le Toulouse FC donc au niveau donc à Saint-Gilles par les supporters, par les dirigeants, par vous qui suivez l'Union Saint-Gilloise? Comment est perçu le club et comment est perçu ce match? Comme un match somme toute assez facile, juste une étape, ou vraiment c'est pris au sérieux? Le match de ce jeudi contre Toulouse, c'est ça? En fait, je pense qu'il y a pas énormément. En fait, disons qu'il y a plus de. Du côté des supporters, ils sont plus heureux de pouvoir déjà faire une nouvelle campagne européenne. Et voilà, c'est un peu dans l'ADN du supporter de l'Union Saint-Gilloise, de juste profiter du moment et de ne pas vraiment essayer de se projeter. Faut savoir que voilà, il y a un peu plus de 2 ans, ces supporters, ils étaient dans des stades totalement anonymes de la 2e division. Parfois, ils étaient à une centaine de supporters dans un stade à l'autre coin de la Belgique. Donc déjà pour eux, pouvoir jouer une seconde fois d'affilée une campagne européenne et d'Europa League, on parle même pas de la Conference League, on parle d'Europa League ici, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, je pense que les attentes ne sont peut-être pas énormes. Après, c'est toujours le cas aussi du côté de l'Union, l'appétit vient en mangeant, et ils se disent clairement, l'Union peut faire des choses. Contre Toulouse, moi je pense, en tout cas d'un point de vue, d'un regard un peu extérieur, j'ai l'impression que les 2 équipes se valent et que l'Union peut clairement viser cette 2e place. Après voilà, si l'Union finit 3e, je pense que ce serait aussi une réussite de pouvoir continuer à avoir un match européen à la trêve. Si l'Union finit 4e, là je pense qu'il y aurait quand même une petite déception, mais clairement voilà, les attentes ne sont pas énormes non plus autour de cette équipe. Mais on sait que l'équipe est capable de tout. La saison dernière, ils étaient dans une poule avec Braga, avec l'Union Berlin, qui avait fait un début de saison incroyable la saison dernière. Premier match Union Berlin contre l'Union Saint-Gilloise, et l'Union Saint-Gilloise allait gagner 0-1 là-bas. Personne ne s'y attendait, voilà, vraiment personne ne s'y attendait. Mais encore une fois, c'est un peu toujours le cas avec l'Union. On s'attend jamais à cette équipe, et puis voilà, ils arrivent à faire des résultats. C'est à tel point que certains même autour du club se disent, on joue Liverpool, mais on n'ira pas là-bas en se disant qu'on va prendre 5-0 quoi. Donc voilà, même chez les joueurs, il y a vraiment cette philosophie de se dire, en fait, tout est possible contre toutes les équipes quoi. Oui, bonsoir François. Moi, c'est une question. Donc, tu as dit donc, que Boniface était parti en effet, et il y a un attaquant donc, qui a émergé, qui est Eckert. Qu'est-ce que ça vaut? J'ai vu qu'il avait planté pas mal de buts. Il est meilleur buteur du championnat. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, il a marqué pas mal de buts, mais il y a quand même pas mal de pénaltys dans les buts qu'il a inscrits. En fait, Denis Eckert, c'est vraiment un cas très spécial parce que la saison dernière, il a quasiment rien joué parce que Victor Boniface était numéro 1 indiscutable. Ici, il a commencé la saison parce qu'en fait, l'Union n'avait pas encore réussi à vraiment remplacer Victor Boniface. Entre-temps, ils ont fait 2 nouveaux attaquants. Mohamed Amoura, qui est un attaquant algérien qui vient de Lugano en Suisse, qui est vraiment un petit profil ultra rapide, mais quand je vous dis ultra rapide, c'est vraiment impressionnant. Il a une vitesse, enfin voilà, vous allez le voir jeudi, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Et puis ils ont Kevin Rodriguez, qui est un peu c'est un Équatorien qui vient d'Équateur, du championnat équatorien, qui a déjà une sélection. Il a joué au Qatar à la Coupe du Monde avec l'Équateur. Et lui, c'est plus un profil à la Victor Boniface, voilà, 1m91, vraiment un costaud. Pour le moment, l'Union joue avec un seul attaquant, Denis Eckert, qui vraiment marque comme il respire. Il est vraiment en totale confiance, ce qui n'était pas du tout le cas la saison dernière. Mais l'entraîneur le répète souvent, il va certainement passer à un système à 2 attaquants, certainement avec un Kevin Rodriguez et puis le rapide Mohamed Amoura qui tourne autour. Après ici, Kevin Rodriguez n'a eu son permis de travail que hier,
Donc ça m'étonnerait qu'il soit aligné titulaire directement ici contre Toulouse. Je pense que voilà, ce serait beaucoup plus logique de voir Denis Eckert être titulaire. Mais donc voilà, Denis Eckert, c'est un joueur qui n'est pas le plus costaud, mais actuellement, il est vraiment en totale confiance. Il marque beaucoup. Ça a été aussi le cas contre Lugano en match de barrage. Et voilà, s'il est meilleur buteur, il faut bien le dire, c'est aussi parce qu'il y a eu pas mal de pénaltys qui ont été inscrits. Pour jeudi, c'est quoi, si tu devais citer des points faibles de l'Union Saint-Gilloise que le TEF pourrait exploiter, tu ciblerais quoi? Les points faibles de l'Union Saint-Gilloise, je dirais qu'il y en a peut-être deux. Le premier actuellement, c'est qu'en fait cette équipe n'arrive pas à marquer, justement, malgré le fait que le meilleur buteur soit Denis Eckert en Belgique. En fait, ici, pour vous donner l'exemple, ils ont joué contre Genk à domicile samedi dernier. Ils ont eu 27 tirs, ils ont pas réussi à en mettre un. Et puis de l'autre côté, Genk a eu 3 tirs cadrés, ils ont mis 2 buts. Donc voilà, ici c'est vraiment le plus gros problème, c'est l'efficacité. En fait, l'Union est une équipe qui joue très haut, qui va mettre un pressing extrêmement haut, parfois même devant le rectangle adverse. Ils vont récupérer des balles, ils vont se retrouver dans des situations très dangereuses, mais il y a toujours actuellement un petit problème sur la dernière passe, qui est peut-être mal faite ou pas de chance. Samedi dernier, ils ont touché la latte sur une magnifique action. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là, l'efficacité offensive, le problème principal, je dirais. Et puis, le second, c'est que ils ont une bonne défense, mais qui peut parfois prendre énormément de risques. Et c'est le problème, c'est que l'Union va jouer toujours très haut, donc parfois ils se font prendre de vitesse. Et le défenseur central Christian Borges, donc il joue à une défense à 3, le défenseur central qui est vraiment dans l'axe de cette défense, c'est clairement pas le plus rapide. Donc le temps qu'il se retourne, je pense que les attaquants toulousains pourront partir vite dans son dos. Et c'est comme ça qu'ils ont pris un but samedi. C'est que l'autre défenseur à gauche n'est pas non plus très rapide. Il s'est fait prendre de vitesse. Il y a eu un centre. L'autre défenseur central n'était pas là. C'est goal. Et voilà, ils se sont fait tuer comme ça. Donc je pense que une des forces, c'est que l'Union sait jouer très haut, mettre un gros pressing et récupérer des ballons très haut. Mais par contre, souvent dans ce genre de cas, c'est qu'ils peuvent se faire prendre en contre. Et si Toulouse a des joueurs un rien rapide sur les côtés, si Toulouse sait être patient pour ensuite bien utiliser les moments de reconversion offensive, je pense qu'ils pourront faire très mal à l'Union. C'est marrant parce que quand tu nous présentes tout ça, on s'y retrouve beaucoup. On aurait pu faire un copier-coller et te présenter le TEF à quelque chose près un peu sur de la le même terrain, manière. Dehors, la data, le terrain, c'est vraiment très, très rigolo. Le Datatico. Le Datatico, exactement. Le Datatico, on retient. Le système de jeu, là, voilà, de pressé haut, des mecs un peu moins rapides. C'est similaire. Juste avant qu'on passe au prono, j'avais une petite question par rapport au fait que tout à l'heure on a parlé de la multipropriété. Nous, ça nous a posé problème parce qu'on est aussi une multipropriété avec le Milan AC. Est-ce que du côté de l'Union Saint-Gilloise, il y a eu des petites magouilles administratives pour pouvoir être inscrit en Europa League, parce qu'on le sait que Brighton aussi est en Europa League. Est-ce que vous avez eu ce genre de problème avec l'UEFA ou pas? En fait, tout au début, quand l'Union a su que Brighton était aussi qualifié, ils ont directement réagi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'actionnaire majoritaire était Tony Bloom, qui est le propriétaire des deux clubs. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait passer les parts, en tout cas une partie des parts de Tony Bloom, chez Alex Muzio, qui est le président de l'Union depuis 5-6 ans. Et donc c'est lui qui est devenu actionnaire majoritaire. Et le fait que Alex Muzio soit devenu l'actionnaire majoritaire a en fait éteint tous les problèmes. Et donc depuis ce moment-là, même l'Union a communiqué, Alex Muzio est l'actionnaire majoritaire, on n'aura aucun problème pour jouer l'Europa League. Donc voilà, il y a eu finalement zéro problème, même si tout au début on s'est quand même posé la question, est-ce que l'Union pourra jouer si Brighton se qualifie pour l'Europa. Exactement comme chez nous. C'est fou. Ça va être sympa ce match jeudi. Après cette super présentation de François, les gars, on va passer au prono. On terminera par toi, François, pour équilibrer un peu. On en sait un peu plus déjà sur ce club qu'on connaissait peut-être un peu moins. J'ai pas entendu la question, je vous entends très mal là. Je te disais qu'on va passer au pronostic. On va commencer par nous et on terminera par toi. Clément, quel est ton prono pour ce jeudi? Moi, je vois un match ouvert avec deux équipes qui jouent au foot. J'ai envie de dire un petit 2-2. Fred. Nous on sort d'une bonne performance là contre Marseille. Puis nous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas goûté à la Coupe d'Europe.
Ouais, moi comme Clément, je verrais un petit 2-2, voire même un 3-3 quoi. Il a dit qu'il ne marquait pas beaucoup et nous on marque pas beaucoup non plus. Ouais, mais ça va être Coupe d'Europe. Voilà. Je le sors, t'inquiète. C'est la Coupe d'Europe. Ok, ça me va. Non, moi par contre, j'ai retenu cet argument-là, donc je vais dire un partout. Moi, 2-1 pour l'Union, je suis désolé, mais à mon C'est pas avis, grave. On le sait que ça va être compliqué, je pense. Non, j'allais dire une insulte. attention au foot français. Mais François, j'ai l'impression qu'on est un peu frère de club, hein, donc on va se neutraliser complet 0-0. Ça, c'est fort possible. François, quel est ton prono pour jeudi? Eh ben, je dirais 2-1 pour l'Union avec un match compliqué, un partout au bout du match, et puis voilà, avec l'Union on s'y attend jamais, mais qui est capable d'aller inscrire un petit but quand même s'ils arrivent à retrouver cette efficacité offensive et aller inscrire le deuxième pour une première victoire. Donc je dirais 2-1. Et l'avantage que vous avez aussi, c'est que les clubs belges ne réussissent jamais en club français. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Oui, merci beaucoup François, on va te libérer, ce fut vraiment un plaisir de t'avoir au téléphone et d'avoir cette présentation très complète de l'Union Saint-Gilloise. Avec plaisir. On te souhaite un excellent match jeudi et que le meilleur gagne. À vous aussi. Merci beaucoup, Merci. ciao, à Bon match, bientôt. merci. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao. Les gars, on vient d'avoir un topo vraiment complet. Y a plus, c'est le Data Tico, on est dedans. C'est c'est le troublant, club c'est frérot le même de Belgique en fait. Ouais, c'est le C'est même la même fonctionnement. chose, c'est dingue. Le forêt Tico. Mais ça va se reproduire de plus en plus, je pense. Ouais, mais là, Brighton est précurseur. mais en tout point, dedans, vraiment, c'est- c'est copier-coller. Ouais, c'est le seul copier-coller qu'on n'a pas, c'est qu'on n'est pas été vice-champion là jusqu'à la 82e. Non, mais non. c'est le même schéma d'approche. C'est la Tu même vois, ils ont chose. déjà remplacé l'attaquant qui est parti, Thomas aussi, ils anticipent vachement chaque mouvement. Ça ressemble vraiment au TF1. Peut-être qu'on sera champion de Belgique dans quelques années. C'est ça la moralité de l'histoire. Est-ce qu'on a des réactions un petit peu des gens qui, par rapport à l'Union Saint-Gilloise, qui peut-être connaissaient pas ce club et qui ont hâte, je sais pas. Ben, je demande un petit peu ce qu'ils en pensaient, quel type de match ils voyaient pour jeudi. Donc Romain nous dit match difficile, méfiance, mais on pourrait gagner. Il y a Fab qui soulignait le fait qu'on avait déjà affronté cette équipe à 46 et en 57. Oui, Pour, d'ailleurs, France Bleu a mis, avec Julien Balida sur Twitter, a mis une petite carte postale où l'Union Saint-Gilloise avait signé, de l'équipe de l'époque avait signé la carte postale. Pour combien de places ce sera un match ouvert avec des buts. Matt qui nous dit je me trouve plus solide en défense et dimanche nous avons enfin haussé le ton au milieu, on aura des occasions, il faudrait que Dalinga se réveille. Pour Free Fly pareil, du même avis, entière confiance en Carles Martinez Novel pour nous trouver une composition encore farfelue pour permettre de ramener au moins un point de là-bas. Je pense qu'on va se copier-coller un peu à leur système. Est-ce qu'on va jouer à 3, est-ce qu'on va rejouer à 4? Je sais pas, jamais qu'on rejoue à 4 quand même, parce que ce qu'on a vu dimanche. Mais alors, on a des problèmes pour marquer, ils ont des problèmes pour marquer, mais j'ai envie de vous rejoindre, j'ai envie de voir un match fou. C'est la Coupe d'Europe, et la Coupe d'Europe, on a envie de voir des matchs totalement. C'est un match de fou, coupe, ça joue différemment aussi, Ouais. hein. C'est pas championnat. Je pense qu'on va prendre très cher d'entrée, parce qu'on va être peut-être un peu impressionné, etc. Ouais, qui ont eu plus l'habitude de Mais prendre une saison, peut-être mais- voilà, sur des erreurs, sur des Ouais. machins. Ça ressemble à. Ouais, c'est deux clubs collègues. On n'est pas vaincu contre les équipes européennes cette année. Ouais, Roma, pas joué. PSG, Marseille. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais, faut C'est la bien- stat qu'il faudra retenir pour ce match de La jeudi. vraie stat qu'il faut retenir, la vraie seule et unique chose qu'il faut retenir, c'est que jeudi, on sera tous au Danube pour une ambiance de malade mental. Ça fait 13 ans, 12 ans qu'on n'a pas connu la Coupe 14, d'Europe. non 14. Voilà, c'est pas dans 90 minutes. Hein. 13 ans. Mais ouais, 2010, 13 ans. On est sur la 13e et 14e année. 2009. Bref, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas connu la Coupe d'Europe. Le match, il est à 18h45. À partir de 17h45, on prend l'antenne au Danube avec des animations, le concours de pronos, le petit quiz une demi-heure avant le match, le sécanto, il faut ramener son écharpe, pour ramener toutes nos écharpes, on en a plein, on pourra peut-être en prêter ou s'il le faut. En louer, non Mais tout le monde a normalement son écharpe. On lance un gros sécanto de malade. On pourra faire la composition. S'il y en a un ou une qui veut faire le speaker du Danube, pourra nous enflammer le Danube. Pour tous celles qui étaient là dimanche, ont vu un peu ce que ça pouvait donner. Jeudi, c'est la Coupe d'Europe. Ça va être le feu. On a un capot total. de feu en plus. Ouais, Pascal qui est très fort. Ouais. Pascal Toi qui aussi est très bon. Non, moi non. Bon, Dis-moi. t'as lancé quelques chants quand même. Bah, c'est le jeu aussi, mais non, les autres le font beaucoup mieux. Non, En c'est tout cas, génial. rendez-vous jeudi au Danube. Toute l'équipe, nous, on sera là, on sera présent. On va vous mettre un bordel monstrueux parce que c'est la Coupe d'Europe et ça, on ne le vit pas tous les week-ends et on l'attend depuis 13 ans. Et on a on a 6 matchs là où on va. Bon, je dirais pas Kiffer. le mot, mais voilà, merci, Oui, on va kiffer. kiffer, Et on va ouais. kiffer. En plus, il y en a certains qui ont réservé leur voyage pour Liverpool ici dans la salle. Il y a 50% de l'équipe qui parle Liverpool ce soir quand même. C'est énorme. Tu vois, ça, c'est de la stat. Ouais. Ça, c'est pas mal. Hein. Non, mais dès jeudi matin, vous enfilez votre maillot, vous allez bosser avec votre maillot à l'école, vous allez à l'école avec votre maillot.
Le boss, Voilà. il vous amène les dossiers, hop, on sort le fumier. Non, mais voilà, il faut On vraiment déclenche qu'on l'alarme sente, incendie du boulot. Dans la ville, et voilà, il faut vraiment qu'on sente qu'il faut une certaine ferveur, quoi. Comme dit Camille, ça fait 13-14 ans, et voilà, enfin, c'est... Nous, on a Bon, il hâte, faut que ça en tout cas. pète, quoi. Nous, on a hâte. Vraiment unique, Il faut que ça c'est pète, vraiment quoi. unique. En tout cas, on va Et tout les faire. écharpes, vous prenez des chaussettes, n'importe quoi, enfin, voilà, quoi. Tout ce qui est violet. Voilà. Nous, on va tout faire péter au Danube. Enfin, tout faire péter. Dans le respect des règles et des lois, des règles. Dans le Vous respect inquiétez du pas, Danube. on va pas retourner le barbe dans le bon sens du terme. On vous donne rendez-vous tous là-bas. Une heure avant, c'est le mieux. Si vous pouvez pas, vous pouvez arriver aussi sur le moment, 18h45. En plus, après, vous pouvez enchaîner avec France-Namibie. Ouais. Le rendez-vous, il est pris. C'est jeudi. C'est au Danube. Ce sera la Coupe d'Europe.